Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, René Rich, tu as un invité aujourd'hui. Oui, j'ai un invité aujourd'hui. Il s'agit de Maître Akamangan. Avec lui, on va parler du Nganga et la déontologie. Vous savez, c'est ensemble des règles, des principes qu'une personne doit respecter normalement dans l'exercice de son métier. Et c'était important que l'on en parle avec lui pour savoir s'il y a des limites à ne pas franchir dans le cadre d'être, quand tu es par exemple un traduit praticien, quand tu es un Nganga. Maître Akamangan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le DA Fresh Morning. Ça, c'est votre premier passage pour l'année 2025. Tout à fait. 26, tout à fait. 2025, vous avez quand même fait une conférence sur la mécanique quantique, la physique quantique. On était dans d'autres niveaux, là. C'était une bonne année pour vous, 2025. Non, ce qu'il faut dire, c'est que on est dans une logique où il faut complètement passer à un palier. Voilà. Notre science est une technologie. C'est mon avis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Notre science traditionnelle est une technologie spirituelle. Et est-ce que c'est pas le moment qu'elle passe à une technologie matérielle? Le spirituel engendre le matériel? Très bien, ça c'est ceux qui s'occupent du matériel, ils font ce qui est pour cela. Voilà. Et je laisse à ces gens-là s'occuper de cela. Moi, je m'occupe du côté spirituel. Mais donc, il faut nous transmettre, de m'y mettre pour faire en sorte que la tradition bouddhiste réellement puisse avoir un rayonnement quasi universel. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est important, ça. C'est vraiment très important. Il faut qu'elle arrête de rester dans un environnement cloisonné qui fait peur aux gens, qui a l'impression d'être inaccessible. Tout à fait. Je pense que ça ne bénéficie pas à la tradition bhuttie. Pas du tout. Par exemple, si on se réfère à la dernière conférence ou à l'avant-dernière que j'ai eu à faire, lors de laquelle on a réussi à présenter un fait réel, c'est que la consultation à travers le jeu de Corée s'appuie fondamentalement sur l'application des principes de la physique quantique. Voilà quoi. Ça permet aux gens de comprendre que ce ne sont pas des pratiques de sorciers de derrière la case. Voilà. C'est ça. Et mais ça commence avec la façon dont les gens présentent, la façon dont les gens nous présentent, les praticiens nous présentent le bhuttie aujourd'hui. C'est toujours comme ça. On voit ça comme une sorcellerie de derrière la case. Regardez les temples. Vous êtes obligé de faire une conférence au musée national, mais on pourrait avoir un musée du bhuttie avec des objets qui sont utilisés, avec des reliques, avec des images, avec des instruments pour expliquer aux gens, pour que les gens comprennent que c'est pas quelque chose. Avoir une conférence dans le temple. Oui, dans le temple bhuttie. Pourquoi le temple bhuttie doit toujours ressembler à quelque chose de archaïque et de primitif? C'est interdit de faire un temple qui a les briques, les murs, les fenêtres et tout ça. Oui, je partage pas cet avis. Non, je vous pose une question. Cela veut dire, je partage pas l'avis qui consiste à dire que les temples doivent toujours rester des endroits obscurs, des endroits lugubres. Pas du tout. Ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on regarde l'historique ou alors on essaie de retracer le cheminement de la tradition bouddhiste, on se rend compte que ça part des zones dans lesquelles il y avait toutes les structures nécessaires pour avoir une approche intéressante. Oui. Et ensuite, ça traverse une partie de l'Afrique à travers des forêts. Cette tradition va alors s'adapter au contexte dans lequel il traversait. Ah, d'accord, je comprends. Raison pour laquelle on va avoir des temples faits avec le toit fait avec une plante qu'on appelle chez nous akora, qu'on met sur les temples et tout. C'est normal puisque les gens qui la pratiquaient traversaient les forêts. Ah, donc ils utilisaient les éléments de la forêt pour reproduire la structure du temple. Sinon, le temple a une définition, une explication bien structurée qu'on explique
aux initiés, qu'on donne aux initiés. D'accord. Voilà. Maintenant, cette tradition bouddhiste qui traverse les forêts et consorts, va forcément s'adapter à l'environnement. Oui. Mais maintenant, lorsqu'elle quitte les forêts pour arriver maintenant dans les zones urbanisées, elle s'adapte aussi. Il faut qu'elle s'adapte. Maintenant, la question, c'est de savoir, de façon fondamentale, quels sont les éléments qui ne doivent jamais changer. Or, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas souvent beaucoup de personnes qui comprennent fondamentalement les éléments qui ne doivent pas changer. Maître Akam, qu'est-ce qui définit la déontologie d'un ganga? Est-ce qu'il y a un code écrit ou c'est transmis oralement? Très bonne question. La déontologie, l'Onganga, pour moi, c'est un prophète. C'est un guide, pas un gourou. Non, c'est un prophète, un guide. Il guide, il peut guider au niveau de la santé physique, il peut guider au niveau de l'éveil de la conscience, il peut guider à plusieurs niveaux. Ensuite, la déontologie, c'est un ensemble de règles pas écrites. Elles peuvent être aussi écrites, mais dans le cadre de la tradition bouddhiste, elles ne sont pas souvent écrites. Un ensemble de règles imposant au Nganga de se comporter d'une certaine façon. Parmi ces éléments de la déontologie, on peut avoir le silence. Un Nganga ne parle pas trop. J'ai dit ça ici, on m'a dit que je suis mauvais. Un Nganga ne parle pas trop. Si on vient vers vous, c'est pour que vous puissiez parler. À quel moment je dois me dire que là, vous ne pouvez pas, par exemple, me régler un souci vu que vous ne voulez pas parler? Très, très bonne question. Vous savez, quand je dis le Nganga ne parle pas trop, cela veut dire que c'est pas de tous les sujets dont il faut absolument parler. Et c'est pas tout qu'on doit dire. Il faut savoir garder le silence. Le silence est un élément, mais fondamental de la sagesse. Parce qu'on veut être intéressant ou bien parce qu'on va avoir des nombres de vues élevés dans les réseaux sociaux, on se permet de dire des choses qui ne doivent pas se dire. Mais vraiment, on est tous dans le sentier de l'apprentissage. Mais réellement, le silence est un élément fondamental pour un Nganga. Et donc ça varie d'un Nganga à un autre. Vous n'avez pas tous les mêmes principes. On n'a pas de code écrit. Ce serait souhaitable justement, c'est quelque chose que ça peut être pour moi une suggestion d'essayer d'établir ça de façon écrite. Mais en réalité, la déontologie se transmet comme on transmet la science. C'est progressivement, au fur et à mesure que vous formez votre élève, quand vous constatez que vous lui balancez une information et puis vous attendez. Si vous entendez cette information venant d'autres personnes, vous savez que votre élève, dans ce domaine, c'est pas bon. À partir de là, il y a des connaissances que vous allez attendre de les lui transmettre. Il y a des connaissances, on ne parle pas. On ne parle pas. À part le silence, quand on parle de déontologie, on peut citer quoi d'autre? Très bien. On a le silence, on a s'éloigner du mercantilisme. C'est une déontologie aussi. Ça rentre dans le cadre déontologique. Quand je dis s'éloigner du mercantilisme, la personne qui vient devant vous n'est pas un client. C'est pas un client. C'est quelqu'un qui vient pour avoir de l'aide. Il nous est arrivé, à certains gangas, à plusieurs reprises, d'avoir devant soi quelqu'un qui n'a même pas un radis. Il vient tout sincèrement vers vous pour dire « j'ai besoin d'aide ». Il faut lui apporter cette aide. Ça fait partie de la déontologie, justement. Il faut lui apporter cette aide. Maintenant, c'est vous qui devez raisonner et réfléchir sur le moyen de lui apporter cette aide-là. Moi, par exemple, comment je procède? Lorsque je reçois des groupes
de personnes qui ont un peu plus de moyens, qui sont capables de payer leur traitement, ben c'est là que je profite à aider les démunis. Ah, eux, ils ne payent que le traitement, c'est-à-dire que même ils payent les éléments du traitement. Ceux qui sont, quand je dis ceux qui sont prêts à payer, Oui. hein, ce sont ceux qui ont plus de moyens. Non, ce que Mais je veux vous comprendre, en avez, c'est pas vous qui le payez, c'est le traitement qui le paye. voilà. Mais vous en avez, mais incapable même de sortir un radis. Or, tout ce qu'on fait, il y a du matériel qu'il faut acheter, il y a des ceci, il y a des cela. Malgré la bonne volonté, vous pouvez pas aider les gens parce que ces choses-là, il faut les acheter. Mais non, personnellement, je profite quand il y a des personnes capables de payer pour rapidement aider les démunis. Est-ce que la déontologie oblige le Nganga à refuser certaines demandes ou certains clients? Absolument. Je vais vous raconter une histoire. On est sous les arbres. Mon défunt papa est maître. Et 2 femmes viennent devant nous. Bonjour maître. Oui, bonjour. J'ai de l'argent là. Est-ce que vous pouvez m'aider à assujettir un homme? Le maître la regarde. Pourquoi vous commencez par j'ai de l'argent là? Ça signifie quoi? Et qui vous voulez assujettir? Elle donne le nom. Ah non, le maître s'est fâché. Vous croyez que moi on m'a mis ici là pour ce genre de conneries? Et ça fait partie de la déontologie aussi. Vous n'allez pas assujettir quelqu'un, ce qu'on appelle communément c'est l'homme. Voilà. Vous n'allez pas assujettir quelqu'un comme cela. Non. Vous n'avez pas à le faire, quel que soit le bon temps qu'on vous propose pour le faire. Ça fait aussi partie de la déontologie. Vous êtes là pour sauver les gens. Vous n'êtes pas là pour causer du tort à quelqu'un parce qu'une autre personne est venue vous tendre de l'argent. Aucun argent, aucune somme ne doit vous permettre de céder à ce genre de demande. Ça aussi, ça fait partie de la déontologie. Est-ce que la déontologie inclut une obligation de conseil ou encore de prévention pour, on va dire, orienter un client vers des solutions sûres plutôt que des pratiques assez risquées? Maman, on va corriger un truc. Ouais, même vous avez commis une erreur. Allez-y. De parler de clients. Bon. Oui, c'est vrai. Cela veut dire, mais c'est ça votre rôle. Vous êtes là, c'est pour ça. C'est pour orienter les gens. C'est pour aider les gens. C'est pour apporter des solutions des problèmes que les gens rencontrent. C'est ça votre rôle. Et pendant votre formation, c'est là-dedans qu'on vous formate que votre rôle, c'est conseiller, aider, protéger. Et c'est comme ça qu'on doit vous formater. Voilà pourquoi une formation au sein de la tradition bouddhiste, et ça c'est mon avis, ne doit pas être quelque chose qu'on fait en 2 ans, en 1 an. En 1 an, 2 ans, vous allez enseigner uniquement les éléments de la nature. Les clés, vous allez donner à la personne les clés qui lui permettent de faire un certain nombre de choses. Mais vous n'allez jamais lui inculquer les bonnes valeurs qu'il faut en 2 ans. Moi, le minimum de nombre d'années pour que je consacre un élève, c'est minimum 5 ans. Moi-même, j'en ai fait plus de 30 auprès de mon maître. Ce n'était que en 2019 qu'il a estimé qu'il pouvait me consacrer. Après avoir fait plus de 30 ans à côté de mon papa. Et pourtant, il aurait pu dire aussi, c'est mon fils. Allez, je lui donne tout. Non. Il faut être sûr de la personne que vous allez mettre à la disposition des êtres humains. Et comment on distingue donc un Nganga éthique d'un Nganga qui manipule ses clients? Je suis vraiment désolée à chaque fois, pour son profit personnel. Justement, ça montre que ce sont des paradigmes qu'il faut changer au niveau de la conscience collective. Mais eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont commencé ça. Hein, non, je ne dis pas non.
Je ne Donc, dis pas nous, non. on n'a fait que suivre le pas. Mais à la Je ne dis place pas du non. client, Hein? à la place de client, que devrais-je dire? Un patient, D'accord, quelqu'un qui a besoin d'aide. d'accord. Voilà. Et comment faire la différence? Vous pouvez reprendre cette question. Comment on va distinguer un ganga éthique d'un ganga qui manipule ses patients Ah non, pour son profit personnel? En général, ça se voit par son comportement. Et difficilement, il me serait donné de dire tel ganga manipule, tel ne le fait pas. Il me serait difficile. Mais ce que je sais par principe, c'est que il y a des êtres humains qui subissent cela. On a eu un débat ici. Moi, j'ai dit que les Nganga doivent arrêter de parler à la télé et sur les plateformes. On a crié sur moi. Est-ce que c'est pas vrai? On ne devait pas donc l'avoir là? Très bien. Vous deux, vous avez raison. Pourquoi Dafresh? Oui, c'est vrai. Voilà. Pourquoi Dafresh a raison? En fait, lui, il fait allusion aux différents débordements auxquels on assiste. Oui. À ce moment, il a raison. Quand même, il faut dire que bon, on se laisse parfois aller dans des débordements inappropriés. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de silence. C'est pas de tout dont on parle. Et ensuite, lorsque je disais que René Ruth avait raison, c'est nous avons un devoir d'information, d'instruction, d'orientation. Or, c'est vous qui nous permettez d'orienter la plus grande partie de la population. C'est la raison pour laquelle nous devons être là quand on pose ce genre de problématique. D'accord. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que vous deux, vous aviez raison. Maintenant, parlant de ce que Dafresh faisait allusion, on constate qu'il y a des débordements. On le constate. Il est, par exemple, pour un ganga, inapproprié de menacer. Inapproprié de faire savoir que j'ai des connaissances qui vont nuire à tel. Oui. Il est inapproprié de faire un certain nombre de déclarations. Parce que vous savez, l'Onganga est pas un objecteur de conscience, mais quelqu'un qui oriente les consciences. Et lorsque, dans ce devoir d'orientation des consciences, on arrive à un stade où on les perturbe. Par contre, ça peut être pas bien. Voilà. À ce juste titre, c'est pas tout qu'on dit. Est-ce qu'il vous arrive, vous, de conseiller certains gangas, de leur dire que ça, faut pas aller comme ça, faut pas faire comme ça? Ouh là là, c'est là que c'est très difficile. Bien, ils ont tellement d'ego qu'ils se disent qu'on n'a rien à m'apprendre. Très bien. Là, vous m'avez pris les mots à la bouche. C'est là que c'est très difficile. Cela veut dire, une fois vous êtes consacré, il y a un phénomène qui se produit. C'est l'ego. Mais qui se gonfle à un niveau qui est tel que on n'a plus de référents. Oui. On n'a plus des gens qui peuvent dire bon, viens, ça, ne fais pas ça. Et c'est ce qui est un peu terrible. Est-ce qu'il existe des sanctions ou des conséquences quand un ganga manque à sa déontologie? Il n'y a juste que des dispositions juridiques. Lesquelles dispositions juridiques vont fixer des limites à tout le monde. Et puis après, si je dis il y a l'esprit qui va sanctionner, bon, ça c'est aléatoire. Voilà. Pour rester beaucoup plus concret, on va dire la justice, qu'elle fait son boulot. Voilà. Donc quand l'Onganga apparaît à la face du public, il doit rester dans le conseil. Il ne doit pas rentrer dans les dénonciations, les explications occultes ou les menaces. J'apprécie vraiment votre question là, votre question. Vous savez, il y a des missions qui nécessitent que vous parliez de certaines choses. Parce que l'esprit vous le demande particulièrement. Bon, on va encore dire, bon, je me réfère à la Bible, je n'aime pas trop. Mais lorsqu'on regarde dans ce livre de la tradition, on dit à
un prophète d'aller parler aux habitants de Ninive. Il dribble, il fignole, il refuse d'y aller. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut fuir. Il embarque dans un bateau et ensuite, ce bateau traverse une zone de grande turbulence. Le bateau a failli chavirer. C'est lui-même qui dit aux gens, non. Si vous voulez que ça se calme, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Cette turbulence, c'est à cause de moi. On le jette dans l'eau. Il se fait avaler par une baleine. Ça, c'est l'histoire. Okay. Il se fait avaler par une baleine qui va le vomir à Ninive. Et il entend cette voix qui lui dit, je t'ai dit, va parler aux gens de Ninive. C'est pour dire simplement que il y a des missions dans ce domaine, qui naturellement vont générer des conséquences. D'accord. Mais si réellement vous êtes dans le cadre de votre mission, là, vous suivez simplement votre cheminement. Mm-hmm. Il n'y a que le temps, qui est le père de la vérité, qui va montrer à tout le monde la nécessité d'avoir posé cet acte. Vos contemporains peuvent porter des jugements, ça c'est clair. Oui. Mais c'est le temps, qui est le père de la vérité, qui va vous montrer que ce que vous aviez fait, il fallait le faire. Merci, maître. Merci, maître Akamougar, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour ce premier numéro avec vous pour l'année 2026. Je vous remercie beaucoup. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.